La synthèse des protéines. La synthèse des protéines est l'acte par lequel une cellule assemble une chaîne protéique en combinant des acides aminés isolés présents dans son cytoplasme et guidés par l'information contenue dans l'ADN. La synthèse protéique se déroule en 2 étapes au moins. D'abord, la transcription de l'ADN en ARN messager. C'est une étape qui se passe dans le noyau et la traduction de l'ARN messager en une protéine. Et donc, ceci se passe au niveau du cytoplasme, particulièrement au niveau du réticulum endoplasmique. Chez les eucaryotes, il existe une étape intermédiaire, c'est l'étape de la maturation de l'ARN prémessager. Dans cette étape, l'ARN prémessager subit une excision de ses introns, c'est-à-dire les parties du gène qui ne coûtent pas un polypeptide, c'est-à-dire qui ne font pas partie de la synthèse du peptide. Et l'épissage de ces exons, c'est-à-dire le rassemblage des brins qui codent pour le peptide désiré. L'ARN messager sort du noyau et va être traduit dans le cytoplasme et va permettre la synthèse de la protéine. Les étapes de la synthèse protéique, d'abord la pénétration intracellulaire des acides aminés. Les acides aminés sont libres et circulent dans le circuit sanguin. Ils vont pénétrer d'abord à l'intérieur des cellules à l'aide de transporteurs. Il existe au moins 4 types de transporteurs pour les différents acides aminés. Donc, on distingue un transporteur pour les acides aminés neutres, un transporteur pour les acides aminés basiques, un transporteur pour les acides aminés dicarboxyliques et un transporteur pour les aminoacides. Les aminoacides ARN de transfert. Alors, avant d'être utilisé pour la synthèse protéique, un acide aminé doit être activé, c'est-à-dire chargé par un ARN de transfert sous l'influence d'une aminoacide ARN de transfert synthétase. Et l'aminoacide ARN de transfert est un véritable précurseur de la synthèse protéique. Il est d'ailleurs de taille extrêmement réduite et au niveau de nos cellules, c'est-à-dire chez les eucaryotes, il existe 20 aminoacides ARN de transfert synthétase, chacune étant spécifique d'un acide aminé. La synthèse protéique proprement dite, nous avons d'abord la transcription de l'ADN en ARN messager, c'est-à-dire l'étape initiation puis élongation catalysée par l'ARN polymérase. La traduction de l'ARN messager en un peptide. Et cette traduction se fait sur les ribosomes. Il existe plusieurs ribosomes sur un membrane d'ARN messager et qui va être donc traduit. Et ça nécessite la présence d'ARN de transfert et des GTP. Et donc l'interaction entre les groupes de 3 bases de l'ARN messager, c'est-à-dire les codons et les anticodons de l'ARN de transfert, donc correspond donc à la lecture du code génétique. Les 3 étapes successives de la synthèse d'un peptide sont l'initiation, l'élongation et la terminaison. Ces étapes nécessitent à leurs différents niveaux des facteurs spécifiques, des enzymes, des peptides transférases, surtout de l'énergie sous forme de GTP et d'ATP. La dernière étape, c'est la maturation des protéines.
Cette maturation correspond aux multiples phénomènes post-traductionnels qui vont permettre d'obtenir une protéine fonctionnelle à partir du peptide détaché de l'ARN messager et donc qui a évidemment une structure primaire. Cette protéine peut rester intracellulaire mais peut également être exportée vers d'autres tissus, suivant alors la voie sécrétoire du réticulum endoplasmique, puis de l'appareil de Golgi. Alors, quelles sont ces modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire qui permettent donc à une protéine d'être mature et fonctionnelle? Alors, au cours de la maturation, à l'intérieur de la cellule, les protéines subissent différentes modifications. Par exemple, l'acquisition de structures secondaires, tertiaires et quaternaires, par exemple, acquisition de pendisulfure, donc pour former les formes soit tertiaires, soit quaternaires, ça dépend de la protéine. La glycosylation, c'est-à-dire l'ajout d'une molécule de glucose sur la protéine. Coupure de préprotéines pour arriver à la forme fonctionnelle, par exemple la coupure de la proinsuline en insuline. La modification de certains acides aminés, par exemple la méthylation de l'histidine conduisant à la 3-méthylhistidine, l'hydroxylation de la proline en hydroxyproline, etc. Alors, les limites de la synthèse protéique. La synthèse protéique donc, peut, dans certains cas, être limitée. Alors, quelles sont les limites de la synthèse protéique? Les limites sont d'abord l'absence ou la faible disponibilité d'un acide aminé. Donc, ça peut ralentir, ça peut bloquer l'ensemble des synthèses protéiques. C'est d'ailleurs le concept d'acide aminé limitant la synthèse. Et bien sûr, la disponibilité en énergie parce que les réactions de synthèse en général et particulièrement celles des protéines, donc ça nécessite beaucoup d'énergie. D'après la stéchiométrie des différentes réactions, le coût énergétique minimum de la synthèse protéique est de l'ordre de 0,85 kcal par gramme de protéines synthétisées. Et les estimations obtenues in vivo chez l'homme étant de 1 kcal par gramme de protéines synthétisées. Alors, notion d'acide aminé essentiel et non essentiel. D'ailleurs, parmi donc, les limites de la synthèse protéique, donc, nous avons certains acides aminés essentiels, c'est-à-dire qui doivent être apportés par l'alimentation et donc s'il n'est pas apporté par l'alimentation, ça peut donc constituer une limite à la synthèse de la protéine qui donc nécessite sa présence. Alors, acide aminé essentiel, un acide aminé est dit essentiel lorsqu'il ne peut être synthétisé par l'organisme, ce qui implique qu'il doit être apporté par l'alimentation. Alors, bien sûr, pendant l'alimentation, donc quand on mange des protéines, les protéines ce sont des grosses molécules, donc pour qu'ils soient dégradés en acides aminés, ils vont subir une digestion, c'est-à-dire une dénaturation d'abord par le HCl gastrique. Donc le HCl, c'est un acide fort donc, qui détruit certaines liaisons des protéines donc pour les réduire en petits peptides. Et aussi une digestion enzymatique par la pepsine et surtout les enzymes pancréatiques qui sont la trypsine et la chymotrypsine. Et bien sûr les carboxypeptidases, libérant ainsi des acides aminés et des tripeptides qui sont donc absorbés au niveau des villosités pour arriver donc au circuit sanguin
pour qu'ils soient donc répartis ou bien livrés aux différents organes qui en ont besoin. Les apports donc de ces acides aminés essentiels, elles représentent chez un adulte en pays développé de 1 g à 1,50 g de protéines par jour par kilo. Donc, soit donc de l'ordre de 70 grammes à 100 grammes par jour. Le premier organe rencontré par les acides aminés absorbés est le foie. Seule une fraction des acides aminés absorbés passe dans la circulation générale. Le reste étant, donc, il va subir une oxydation ou bien il va être incorporé dans les réactions de synthèse protéique hépatique. Alors, pour l'acide aminé non essentiel, ces acides aminés sont aussi appelés acides aminés synthétisés de novo. Un acide aminé est dit non essentiel lorsqu'il est synthétisé par l'organisme. Il lui faut un radical carboné et la fonction amine. La glutamine et la glutamate sont la principale source de l'azote chez les animaux. Alors, la première étape de la réaction est la dégradation des acides aminés, c'est-à-dire une désamination, un enlèvement de la fonction donc amine. Cette réaction elle est bidirectionnelle et un radical carboné, appelé aussi cétoacide ou cétoanalogue, peut récupérer une fonction amine pour resynthétiser un acide aminé. C'est ce qu'on appelle une transamination. Alors, la finalité des réactions de transamination, c'est de redistribuer l'azote ingéré de façon adéquate entre les différents acides aminés nécessaires à la synthèse protéique. Parce que on sait que l'azote, donc sous forme libre, donc il est toxique pour l'organisme. Donc il faut bien qu'il soit intégré à une autre molécule pour ne pas provoquer des dégâts au niveau de l'organisme. Alors seule la lysine et la tréléonine ne peuvent pas être synthétisés à partir du radical carboné. Ils vont être synthétisés par d'autres réactions. Et dans certaines circonstances, un acide aminé peut devenir conditionnellement essentiel en raison, par exemple, d'un besoin particulièrement élevé ou d'une immaturité des voies enzymatiques de synthèse de novo, par exemple chez le nouveau-né. On sait très bien que pendant les premiers jours de la vie d'un individu, c'est-à-dire d'un nouveau-né, donc il n'a pas le matériel nécessaire pour synthétiser certaines substances, par exemple certains éléments de défense, certaines cellules de défense. Donc d'ailleurs, c'est pour cela que chez le nouveau-né, donc il est souhaitable qu'il soit nourri par le lait maternel parce que au moins dans ce lait maternel, donc la maman, elle peut donc passer à son bébé ses anticorps à travers donc ce lait maternel. Donc, et ceci parce que le nouveau-né n'a pas encore atteint une maturité de ses voies enzymatiques pour pouvoir synthétiser ses propres anticorps. Alors, vous avez donc un tableau qui contient donc les acides aminés essentiels et non essentiels. Et maintenant, on va voir un exemple de synthèse de novo, c'est-à-dire la synthèse de l'alaline. Alors, parmi les acides aminés non essentiels, deux sont considérés comme particulièrement importants,
l'alanine et la glutamine. Le radical carboné de l'alanine est fourni par le pyruvate lui-même issu de la glycolyse musculaire. Donc on a déjà vu ça lors du métabolisme des glucides. Alors le pyruvate va être transaminé par le glutamate pour former l'alanine. Alors l'alanine formée, libérée par le muscle, va être utilisée par le foie où son radical carboné servira à la néoglycogénèse, c'est-à-dire la synthèse du glucose à partir donc du radical carboné de l'acide aminé. C'est ce qu'on appelle donc la néoglycogénèse. Et donc, ceci va permettre donc l'établissement d'un cycle alanine-glucose qu'on va voir dans la diapositive suivante. Et son azote va être transféré sur le glutamate pour former la glutamine, qui est donc la forme de transport de l'ammoniac au niveau donc de notre circulation. Alors, schématiquement, vous avez donc au niveau du muscle, donc le muscle, le glucose ou bien le glucogène musculaire, donc peut donner, donc le glucogène peut être dégradé au niveau du muscle pour donner le glucose. Et le glucose, il va être métabolisé pour donner le pyruvate. Le pyruvate, donc, il contient un squelette carboné. Donc, à son squelette carboné, l'ajout d'un NH3 ou de la fonction amine qui va être libérée par le glutamate, donc elle va donc former l'alanine. Donc, squelette carboné plus la fonction amine, ça donne un acide aminé qui est l'alanine. Alors, au niveau du muscle, l'alanine, elle peut être exportée, d'accord, et elle va intégrer le foie. Et au niveau du foie, donc l'alanine peut être, donc bien sûr, si les cellules hépatiques ont besoin donc de glucose ou bien ils ont besoin donc d'un acide aminé, donc l'alanine, elle va subir, donc elle va être dégradée ou bien catabolisée, elle va donc donner, libérer sa fonction amine sous forme de NH3 et donc le squelette carboné, il va donner le pyruvate qui peut donc donner le glucose donc qui peut réintégrer le muscle squelettique pour synthétiser de l'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle alanine-glucose, c'est-à-dire la néoglycogénèse, c'est-à-dire la synthèse du glucose à partir d'un acide aminé. Et ceci, par exemple, c'est une situation qui peut avoir lieu pendant les périodes de jeûne, c'est-à-dire quand un individu a besoin donc d'énergie pour faire fonctionner ses cellules et donc qui ne peut pas avoir accès à l'alimentation à ce moment-là. Donc, on peut avoir ce cycle alanine-glucose. Alors, pour la synthèse de la glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le plasma. Et donc, le glutamate, c'est-à-dire acide glutamique et glutamine, sont interconvertis et leur présence est régulée par deux enzymes. Par la glutaminase pour la conversion de la glutamine en glutamate et la glutamine synthétase pour la conversion de la glutamate en glutamine. Alors, chaque organe privilégie l'une ou l'autre voie, ce qui conduit à la notion d'organe exportateur ou importateur de glutamine. D'ailleurs, c'est le cas pour donc les cellules hépatiques et rénales et les cellules musculaires. Donc, les cellules musculaires sont des exportateurs donc d'acides aminés et le foie et le rein, ce sont les organes importateurs pour leur synthèse protéique. Donc, la fonction principale de la glutamine est le transport d'azote sous forme neutre.
La glutamine est produite par plusieurs organes, essentiellement le muscle, et utilisée principalement par l'entérocyte, c'est-à-dire la cellule intestinale, dont elle représente le substrat énergétique majoritaire. Alors, et dans ce schéma-là, on voit un peu le métabolisme hépatique de la glutamine, c'est-à-dire que on assiste donc au niveau donc des cellules qui sont proches de la veine porte hépatique. D'abord, la première des choses, c'est que la glutamine est la forme principale de transport de l'ammoniac. Et d'ailleurs, c'est l'acide aminé libre le plus abondant du plasma. Donc, vous voyez le circuit sanguin. Donc, le plasma, il contient la glutamine. La même chose, la veine sus-hépatique, il y a la glutamine. Donc, la glutamine, c'est la forme de transport de l'ammoniac au niveau donc, de la circulation. Et au niveau des cellules, des hépatocytes périportales, on assiste à une dégradation de la glutamine, c'est-à-dire pour donner donc naissance à l'ammoniac, d'accord? Et l'ammoniac qui va intégrer le cycle de l'urée pour donc qu'il soit excrété, d'accord, au niveau donc rénal. Et donc, au niveau de l'hépatocyte périveineux, c'est au contraire la synthèse de la glutamine qui a lieu, bien sûr, sous l'action de la glutamine synthétase et donc libération dans la circulation de la glutamine.